Voici 7 anecdotes de personnes qui ont changé de vie pro pour trouver un job qui a du sens. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Fanny Viry et Isabelle Luynes de l'Institut Transition, qui est partenaire de cet épisode, pour te raconter plein d'histoires hyper inspirantes de reconversion pro dans l'écologie et la solidarité. Salut Fanny et Isa. Salut. Salut Pia. Alors je vous présente en 10 secondes, vous êtes cofondatrice de l'Institut Transition, un organisme de formation associatif qui forme en un an seulement à plein de métiers de la transition écolo et solidaire, notamment avec votre programme phare Nouvelle Voie. Et donc voilà, ça peut être autant des gens de 25 à 60 ans qui viennent de plein de milieux professionnels, que vous formez à des métiers généralistes de coordination, chef de projet, chargé de mission, pour bosser derrière dans des missions d'économie sociale, des assos, des mairies, des startups sociales, etc. On avait déjà fait un épisode il y a 2 ans avec toi Fanny, qui avait beaucoup plu sur pourquoi et comment trouver un job qui a du sens. Je vous le mets en description, franchement il était très canon, il y a des super retours. Et aujourd'hui, comme vous changez littéralement des vies, des carrières, je vous ai proposé de raconter 7 histoires très touchantes de vos anciens élèves, avec des anecdotes plus fun et d'autres plus profondes, voilà, qui montrent non seulement que c'est possible, oui, de changer de carrière, mais voilà, un peu les 1001 facettes de la reconversion professionnelle éco-solidaire. Parenthèse, comme il y a des anecdotes personnelles, on a fait simple, on a anonymisé tous les prénoms par respect, tout simplement. Ok, c'est bon pour vous ? C'est parti. Pour commencer, Fanny, on commence avec une petite anecdote sur les fringues, avec Arthur, un de vos élèves, qui venait du monde des startups. Et donc apparemment, il s'habillait toujours en très propre veste, chemise, et il se posait beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on doit s'habiller dans ce nouvel univers écolo. Oui, c'est une question qui se posait et qui nous a partagé lors d'un rendez-vous d'accompagnement, puisque toutes les personnes qui sont accompagnées au sein de Nouvelle Voie ont des points mensuels pour échanger sur ce qu'elles vivent au quotidien. Finalement, il avait toujours été habitué à s'habiller avec une chemise, une veste, et là, il arrivait dans un nouveau monde qui avait potentiellement d'autres codes, d'autres règles, et donc il était assez perturbé. Il savait pas comment s'habiller pour faire partie du groupe, pour pas avoir l'air trop décalé. Lui, il aimait bien s'habiller comme ça, et il se posait vraiment la question de est-ce que il avait sa place en continuant à s'habiller selon ses goûts. Donc pour nous, ça a été vraiment intéressant, parce que ça a été l'occasion de lui dire que dans le monde de la transition écologique et solidaire, on n'a pas besoin de s'habiller en sarouel pour avoir sa place, que si pour lui c'était important de continuer à s'habiller de cette manière, c'était ok. Tous les élèves de l'Institut, ils n'arrivent pas en sarouel de dénicher sur Vinted, sur Friperie, c'est encore mieux. Oui, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est quand même des trucs assez classiques de jean, pull, tu me disais. Voilà, c'est ça. Je pense pas avoir un style particulièrement. C'est ça. Le côté baba cool est quand même très peu présent aujourd'hui dans les structures. Contrairement peut-être aux stéréotypes des personnes qui rejoignent ce monde-là et qui ont un petit peu peur de ce qu'ils vont y trouver. Oui, puis ça a l'air d'être un sujet récurrent sur cette question de comment on s'habille, et qui en fait est beaucoup plus profond de est-ce que je peux être moi-même en fait dans ce nouveau monde de l'écologie et de la solidarité où j'ai envie de me reconvertir. Si j'ai bien compris, c'est pas que il avait peur de pas faire professionnel, c'était juste qu'il voulait s'intégrer, et en même temps il aimait bien ses sapes-là, donc comment tu trouves qui t'es en fait dans ce monde-là, qui t'as envie d'être. Et tu me parlais aussi d'une Aïssa, dans le même style, très coquette, qui avait peur de un peu la même réflexion avec un angle différent, mais comme elle était très coquette, elle avait peur que dans un milieu où on parle de sujets graves, très engagés, qu'elle puisse paraître superficielle et moins pro du coup. Au fond, c'était pas du tout accessoire, c'était vraiment est-ce que j'ai le droit d'exister tel que je suis dans cette nouvelle vie professionnelle, et bien sûr nous l'enjeu c'est de dire oui, tu as ta place avec ton histoire, avec tes goûts. Si tu mets des cravates, par contre, là, c'est la ligne rouge. Oui, là, c'est peut-être un petit peu trop. Et la veste, ok, mais le costume en entier, c'est trop aussi. C'est une blague pour les 1 pour 1000 qui n'ont pas compris. Voilà, c'était pour commencer avec un peu de légèreté. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Toi, Isa, t'as une sacrée histoire à raconter, je crois, avec Jean, la cinquantaine, qui s'est transformé, et avec votre programme, il a fait le grand ménage dans sa vie, autant professionnelle que amicale et amoureuse.
Oui, c'est vrai. Hein. Enfin, souvent, quand on réfléchit transition pro, on a un peu en tête que le côté professionnel, où est-ce que je vais bosser, les compétences. Et en fait, Ce qui est normal. Ce qui est normal, tout est dans le titre, on pourrait croire. Et ben, justement, tout est dans le titre, c'est aussi une transition, quoi. Donc, il y a une transformation un peu plus globale qui s'opère. Et là, dans le cas de Jean, ce qui était marrant, c'est que Jean, quand je l'ai vu la première fois, on fait des rendez-vous, on rencontre les personnes avant qu'elles s'inscrivent. Et Jean, quand il est venu, au début, il était un peu timide, disant, ben voilà, la transition, ça fait 1 an que je regarde des vidéos, ça me questionne, je me dis, ben vraiment, est-ce que je peux y faire quelque chose? Moi, il a été dans le monde de l'imprimerie, puis dans le monde des high-tech, du graphisme, des choses comme ça. Il bossait sur des rétroviseurs aériens pour des jets. Ouais. Donc, milieu vraiment pas du tout sensible à l'écologie. Et justement, il me disait, j'ai toujours senti que j'étais pas à ma place d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans son taf, ben il faisait ce qu'il avait à faire, mais il se disait mais c'est bizarre, je me sens pas à ma place. Et il avait différents groupes sociaux autour de lui, donc c'est quelqu'un qui vient du milieu viticole, Beaujolais. Il me racontait en rendez-vous, c'était quand même un milieu très tradi. Chasseur aussi, je crois. Ouais, c'est ça, chasseurs, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et lui, c'est un rêveur, quoi. Pour le citer, il me disait, moi, j'étais un rêveur, je lisais des histoires. Tout ce côté un peu sensible, ben, c'était pas tant accepté où il a grandi et plus tard où il a travaillé. Et donc c'est marrant parce que durant son année, il a creusé un peu le sujet des utopies, le sujet des récits, de l'imaginaire, tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est vraiment des sujets qui l'animaient et en fait qu'il avait toujours eu ça en fond, mais c'était un peu quelque chose de caché. Par exemple, nous on les pousse à écrire un mémoire dans le cadre de la formation. Et dans son mémoire, quand je le lisais, à un moment, il nous a mis de la poésie. Et il nous disait, bah en fait ça, gardez-le un peu, enfin partagez pas, je vous le partage, mais c'est énorme pour moi de mettre là un extrait de poésie. Donc je vais vous le dire, non, mais voilà, c'était, il y avait vraiment ce côté-là de, c'est une dimension de moi que je montre pas d'habitude, et là, ben je m'autorise à le faire d'une certaine manière. Parce qu'il avait peut-être l'impression aussi que, bah voilà, si tu changes de vie, bah tu dois dire adieu à tous tes potes, à tout ton milieu d'origine, et vous, du coup, j'ai l'impression que vous avez joué un rôle aussi à lui dire, bah non, en fait, tu peux garder certaines choses, avoir une relation différente ou mettre un peu de distance, mais temporairement avec certaines personnes, quoi. Jean, il a fait pas mal d'allers-retours autour de cette question. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ben, est-ce qu'il faut que je ferme totalement la porte? Est-ce que quand même je garde ces relations ou autre? Et en fait, nous, on lui a vraiment dit, c'est ok potentiellement de prendre un peu de distance ponctuellement, parce que là, tu es en train de transitionner, tu te poses plein de questions, et c'est peut-être des relations qui, à l'heure actuelle, ne t'aident pas. Et mais après, tu te rendras compte certainement que c'est des relations qui t'ont amené plein d'autres dimensions. Et ça, il y a toujours un peu cette phase où, au début, ils prennent de la distance avec certains proches qui les freinent un peu dans leur transition. Et après, il y a un peu un apaisement, une réconciliation de se dire, bah en fait, c'est quand même potentiellement des amis qui étaient là quand j'ai eu besoin d'eux. C'est avec eux que j'ai vécu tel moment fort, structurel pour moi. Et donc voilà, il y a un peu un apaisement qui se retrouve aussi, et de dire, ben peut-être que vous me comprenez pas sur cette dimension, cet engagement écologique, solidaire, mais il y a plein d'autres dimensions que j'ai envie de garder avec vous. Il y a pas, au bout d'1 an, vous faites un test à tous vos potes et s'ils ont plus de 15, je sais pas, tonnes de CO2 par an, c'est ciao. On trie. Ça trie au bout d'un moment, au-dessus de 10. Ils ont pas leur diplôme du bon écolo. Mais voilà, et en fait, la réalité, c'est ça. Enfin, on aimerait dire que, ben oui, une fois que vous êtes écolo, tout le monde est écolo autour de vous. Ben oui. Et voilà, et donc lui, ça l'a amené à changer, malgré tout, ses cercles sociaux, pour dire même jusqu'à changer de compagne durant l'année à 50 ans. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort, je trouve, qu'il a dit à sa dernière année, à la fin de l'année, à la soutenance, où il a dit, bah en fait, là, je suis enfin la personne que je rêvais d'être, quoi, d'une certaine manière. Donc, on est parti de quelqu'un qui disait, ben voilà, je trouve pas ma place, je sens que je suis pas à ma place, à quelqu'un qui dit, ben je suis la personne que je rêvais d'être. Et je me souviens, là, quand il nous a dit ça, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Le taf est fait. À partir de là, une fois qu'il a cette confiance en lui et cette capacité à assumer qui il est, d'une certaine manière, on est assez confiant que derrière, ça fasse des choses chouettes dans le secteur de la transition, quoi.
Ouais, puis assumer aussi les différentes parties de son identité. Et le but, c'est pas de les renier. Et effectivement, aujourd'hui, il bosse dans une asso sur l'intergénérationnel, avec des événements qui valident des personnes, des jeunes et des personnes âgées. Il a effectivement, ça a aussi remis en question son couple. Il a trouvé l'amour aussi. Il a trouvé des nouveaux potes. Bon, ça, c'est pas garanti par la formation, mais bah forcément, quand tu changes professionnellement, tu changes aussi souvent personnellement, quoi. Souvent, quand on se reconvertit, moi, je trouve que le plus dur, c'est d'identifier c'est quoi le projet qui nous fait vibrer, en fait. Parce qu'il y a des fausses pistes, surtout quand on se raconte des histoires à soi-même. Fanny, tu peux nous raconter, tu l'as dit, vous faites des points d'étape avec vos élèves. Ce rendez-vous d'accompagnement où tout a basculé pour Sonia, une de vos élèves banquières à la base. Oui, Sonia, c'était une personne donc qui avait plus de 20 ans de vie professionnelle dans la banque et qui est vraiment arrivée à Nouvelle Voie en étant fatiguée par la vie. Enfin, c'était très très sensible dans sa manière d'être parce qu'elle était assez refermée sur elle-même et c'était sensible physiquement. Et donc en rendez-vous d'accompagnement, elle s'autorisait assez peu à partager et à se projeter sur la suite, sur quelque chose qui l'anime vraiment. Et une fois, on a eu une discussion un petit peu plus profonde parce qu'elle vivait un moment un peu de tension avec ses proches qui comprenaient pas très bien ce qu'elle vivait. Donc ça fait écho à l'expérience de Jean. Et là, à un moment donné, elle a commencé à parler de ce que lui disait sa petite voix intérieure et qu'elle n'avait pas exprimé jusque-là, à savoir qu'en fait elle avait un rêve depuis longtemps qui était de revenir dans son village natal pour ouvrir un restaurant et que ce soit un vrai lieu pour accélérer la transition écologique et solidaire de son territoire. Et là, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, elle s'est relevée, elle a commencé à sourire et c'était plus du tout la même personne. Et c'est des moments qui sont vraiment hyper importants pour nous parce qu'on sent que là, ça y est. La personne, elle est en train de s'autoriser à quelque chose et donc on l'a bien sûr encouragée en lui disant ah bah oui, non seulement cette piste elle est géniale, mais est-ce que tu remarques ce qui est en train de se jouer en toi. Là, ça se voit que t'as de la joie, que d'un coup t'as plein de choses à dire et cette version-là de toi, c'est vraiment elle qu'on a vocation à faire grandir pour que t'aies vraiment l'énergie d'apporter tout ce que t'as apporté à la société. C'est vrai que vous jouez un rôle hyper important dans ces moments clés où tu peux autant remballer la personne et qu'elle se renferme à nouveau comme une huître, comme lui dire, tu me disais, non mais regarde, tu vois comment tu t'es redressé et tu rayonnes. Et toi, tu me disais, Isa, en fin d'année, à la cérémonie de remise des diplômes, je crois, en fait, que tu vois tout le monde qui est hyper droit et fier et acteur, en fait, et que ça fait un vrai contraste quand quelques jours après, tu as la nouvelle promo qui arrive, souvent cassée par le monde du travail, et tu te dis, en un an, on est capable de les aider à se redresser, et je trouve ça hyper fort, quoi. C'est très visuel. Enfin, clairement, ouais. C'est assez marquant, c'est très visuel. Et aussi, c'est marrant de voir les nouveaux, quand ils voient ceux de la promo précédente, ils sont assez épatés souvent. Il y a un peu un oh waouh, ils ont l'air bien dans leur basket, quoi. Ouais. Mais et c'est vrai que c'est important de leur faire prendre conscience qu'au fur et à mesure de l'année, ils passent des caps en termes de confiance en eux, en termes de légitimité, parce que souvent ils voient le chemin qui reste à parcourir, mais pas que ça y est, ils ont trouvé un sujet, que ça y est, ils sont utiles, que ça y est, ils savent un petit peu mieux qui ils sont, et donc simplement ce regard de regarde, tu avances, c'est déterminant pour avoir l'énergie de continuer. Ouais, puis les aider à clarifier, ok, non, ça c'est pas vraiment une vraie bonne piste. Elle avait un projet un peu intellectuel de j'aimerais bien bosser dans l'alimentation. Ok, intellectuellement ça lui plaisait, mais elle était quand même toute éteinte, alors que dès qu'elle t'a parlé de son resto, elle s'illumine, elle sourit, et justement à l'Institut vous avez mis un outil pour aider les gens à trouver ce qui les fait vibrer. Et comme elle, des fois, il faut du temps en fait avant de s'autoriser à se dire que être restaurateur, c'est peut-être un métier fait pour moi. Moi, je sais que j'aurais jamais cru qu'écrire des livres au départ, ça allait devenir mon job. Mais même inconsciemment, en fait, on préfère se rabattre sur une carrière qui est connue dans notre famille ou par la société, ou un secteur un peu plus safe ou plus proche de nos compétences ou de ce qu'on connaît,
plutôt que vraiment écouter notre petite voix. Isa, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote d'Aurélie qui justement a eu besoin de faire fausse route pour ensuite trouver le job de ses rêves? Bah c'est vrai quoi, le parcours d'Aurélie, ça illustre très bien ce que tu dis. Aurélie, c'est quelqu'un qui vient plutôt du milieu technique de base, donc du dessin industriel, installation de labos industriels, donc quelque chose d'assez technique. Et un des sujets techniques un peu de la transition, c'est par exemple le sujet des déchets. Le sujet des déchets, comment on traite les déchets, c'est quoi la logistique des déchets, etc. Et donc souvent les profils un peu techniques vont se dire bon bah les déchets ou l'énergie, hein, c'est un peu la même catégorie, c'est un secteur où moi je peux être utile. Et donc elle s'est dit ben voilà, je vais partir sur ça, surtout qu'elle était quand même déjà dans une démarche plutôt zéro déchet, c'est-à-dire que elle, dans le côté perso, elle avait mis en place pas mal de choses. Oui, ça tenait la route, quoi. Ouais, c'est pas si déconnant. Donc nous, au début, quand elle nous a dit je vais faire sur les déchets, on en a un peu parlé avec elle. Ça avait l'air de faire sens et donc on avance 1, 2, 3, 4 mois comme ça avec ce sujet. Et elle nous avait raconté, enfin, pourquoi est-ce que pour nous ça faisait sens, c'est qu'au début elle nous raconte cette anecdote de comment elle a fait ses premiers pas écologiques. Et elle nous dit, bah en fait quand j'étais plus jeune, moi j'ai vraiment eu un déclic quand j'ai joué à un jeu autour des déchets. Et en gros, c'était un jeu un peu comme les Sims, hein, vous aviez votre personnage, vous lui faisiez vivre sa journée et en fonction des actions que vous faisiez, est-ce qu'il trie pas, à quel point il laisse le robinet ouvert, des choses comme ça, ça faisait un peu bon point, mauvais point, écolo quoi, si on veut. Ok, marrant. Et elle, ça l'a amené à se poser des questions en termes de mais c'est vrai que des fois je laisse le robinet ouvert quand je me brosse les dents, ça sert pas, plein de petits trucs comme ça qui ont fait des déclics et surtout autour des déchets. Et donc elle s'est dit c'est ça le point de départ, elle, de sa... Ouais. Son aventure zéro déchet. En gros, quand elle a dans les outils qu'on leur demande, par exemple, c'est de revenir sur dans le passé pour dire quels ont été vos déclics, des moments qui vous ont engagé. Et donc elle avait identifié ce moment-là. Et les mois passent et bon, on voyait qu'il y avait un côté un peu studieux dans comment elle approchait le truc. C'est-à-dire, c'est un profil un peu bon élève, donc elle fait ce qu'il y a à faire. Mais bon, voilà, on sent pas non plus le côté très 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 animé. Et à un moment, elle vient nous voir en rendez-vous. On voit, elle avait un peu comme une surprise à nous présenter. Donc on se disait, ok, vas-y, dis-nous. Et là, elle fait, j'ai changé de sujet et en fait, j'ai compris ce qui m'anime vraiment, c'est le jeu. Comment on peut utiliser le jeu dans la transition écologique et solidaire. Et elle est revenue sur cette anecdote où elle s'est dit, en fait, l'histoire du jeu qui m'a créé le déclic. Moi, j'ai regardé la thématique, mais en fait, ce qu'il fallait que je vois, c'était que c'était le jeu, en fait, qui me parlait et de voir comment on pouvait l'utiliser pour parler, sensibiliser, faire changer les comportements. Et quand elle nous l'a dit, nous, je me souviens, on s'est regardé avec le co-accompagnateur et on a souri en coin parce qu'en fait, elle est fan de jeux. Ça veut dire qu'elle nous a toujours parlé de jeux. Voilà, c'est ça. Il y avait un peu ce côté genre, ça fait totalement sens que tu ailles sur ce sujet. Et pour l'anecdote, quand on fait le premier apéro temps convivial avec les apprenants, on leur demande de nous parler d'une passion, d'un sujet. On dit un peu, c'est quoi une passion que vous avez en dehors de la transition, on va dire comme ça. Et elle, je me souviens, elle avait pas hésité, elle avait dit le jeu. Je suis fan de jeux. Et il y a plein d'autres dimensions. Sa petite amie travaille dans le jeu vidéo, produit des jeux vidéo. Toutes les soirées dans la promo qu'elle organisait, c'était les soirées jeux de société, c'était chez elle. Et donc c'est pour ça, quand elle nous a dit je pars sur ce sujet, on s'est dit oui, en tout cas, on n'est pas vraiment surpris et ça fait sens. Et là, le même jour, elle nous a présenté toute la réflexion, un peu le travail qu'elle avait fait sur le sujet. Et en l'espace de 2 semaines, elle avait fait l'équivalent de le travail qu'elle avait fait sur les 4 premiers mois, quoi, d'une certaine manière. Ça l'avait vraiment animée. D'un coup, je sais pas, les pièces se sont clipsées et elle a foncé, quoi. Oui, là, ce que tu me dis, en fait, c'est qu'au moment de bosser sur ce que vous bossez sur un mémoire, c'est aussi hyper utile pour crash tester si t'es vraiment motivé par un sujet. Et elle, en l'occurrence, tu me disais, sur les déchets, ça a ramé parce qu'en fait, c'était pas vraiment un sujet qui l'animait. Si elle bossait là-dedans, c'est quand même que ça l'intéressait un minimum. Elle a fait zéro déchet, etc. Mais en fait, elle a écrit son mémoire sur le jeu 10 fois plus vite parce qu'en fait, moi, c'est un truc que j'ai vraiment trouvé fou quand j'ai trouvé ce qui me faisait kiffer. C'est à quel point t'as beaucoup plus d'énergie et c'est beaucoup plus facile que quand t'es sur un truc qui t'intéresse pas, quoi. Ouais. On le voit par exemple quand ils disent comment ils parlent de leur sujet de mémoire aux autres. Quand ils hésitent un peu, ils sont en mode
mon sujet c'est ça, ils hésitent, etc. Et en fait, quand ils ont trouvé leur sujet, ils disent, je vous partage mon sujet, mais je vous pose pas une question. Je vous le soumets pas, en fait. C'est pas une question que je vous pose, je vous dis juste, c'est ça mon sujet, parce que ça me parle tellement que. Et c'est trop bien, et je vais te parler pendant 10 minutes, même si tu m'as rien demandé. Et ouais, parce que, en fait, il y a vraiment ce truc mais moi, je vais te montrer à quel point, moi, ça m'éclate de creuser et de travailler là-dedans. Et il y a un peu ce truc c'est tellement une niche particulière que ça crée ce sentiment de, ah oui, non, mais en fait, t'es vraiment la bonne personne pour aller là-dessus, parce qu'il y a que toi qui est autant à fond sur ça, quoi. Et c'est pas facile, et c'est là que votre rôle, il est hyper utile, de faire la distinction entre qu'est-ce qui nous plaît intellectuellement / ça fait bonne figure, enfin, et le truc des déchets, vous me disiez, c'est un peu le choix facile, entre guillemets, de parfois la fausse bonne idée, quoi, versus qu'est-ce qui, toi, personnellement, te fait vibrer, et pas un truc un peu fourre-tout généraliste qui pourrait plaire à tout le monde, quoi. Et c'est aussi un peu la séparation passion et travail. Là, typiquement, elle se disait, toute la dimension jeu, c'est quelque chose qui est une passion, un passe-temps, ça rentre pas du tout dans le côté professionnel. Et en fait, souvent, quand on vient creuser les sujets de qu'est-ce qui les anime vraiment, ça vient dans ces sphères un peu plus perso, les sphères des passions, et ça ouvre un peu plus le champ, quoi. Ça a débordé de tous les côtés. Ouais, c'est ça. Elle a une énorme ludothèque, tu me disais, elle faisait des soirées jeux, sa copine bosse là-dedans, enfin genre... Écoutez votre inconscient, il parle un peu. Un truc important sur lequel vous faites bosser vos élèves, c'est de savoir se présenter. Pour trouver un travail, c'est clé. Mais pour ça, il faut d'abord se pencher sur c'est quoi mon histoire, en fait, qui je suis, quelle expérience ont marqué ma vie. Et il y a souvent un angle mort, tu me disais, Fanny, chez vos élèves, quand ils se posent cette question, non ? Ce qui nous marque souvent, c'est qu'en fait, les personnes, quand elles repensent à leur parcours, elles se mettent à décrire ce qu'elles ont vécu en mode curriculum vitae. Donc en fait, elles vont te parler de leurs études, de leurs expériences pro, et elles vont avoir beaucoup de mal à dézoomer, à la fois sur le champ des passions, mais aussi sur ce qu'elles ont vécu dans l'enfance et dans l'adolescence. Ouais, alors, comme si notre vie commençait à 18 ans, quoi. Comme si on n'avait rien vécu avant et que toutes ces expériences n'étaient pas source de richesse, nous avait pas construit dans qui on était. Et donc, on a eu un temps d'accompagnement collectif avec des apprenants où je les faisais réfléchir à tout ce qu'ils avaient vécu et comment ils pouvaient s'en inspirer et le raconter. Et donc, ils travaillaient en binôme pour se raconter mutuellement leur parcours. Et là, un apprenant commence à raconter sa vie à 18 ans. Et une de ses collègues lui dit, mais en fait, t'es pas né à 18 ans. Enfin, t'as vécu quelque chose avant. Et ça a été vraiment un déclic total pour lui de se dire, ah oui, en fait, j'ai 18 ans. Qui ont été vécus avant et dont j'ai très peu de souvenirs parce que c'est 18 années sur lesquelles je me suis assez peu posé de questions et qui ont été assez peu source de connaissances de moi. Et donc là, je me retrouve à devoir remonter dans mes souvenirs pour me dire, mais en fait, le petit garçon, il voulait quoi et ce qu'il me disait rétrospectivement, c'est que sûrement que s'il avait pas trop de souvenirs, c'est parce que ce petit garçon-là, il avait des rêves qui avaient quand même pas été très entendus et très valorisés et que il avait essayé de le mettre sur le côté. Et donc son évolution professionnelle, c'était quand même l'occasion d'aller à sa rencontre, de se réconcilier avec lui pour avoir cet alignement qui lui manquait beaucoup au quotidien. Alors, faut pas croire que c'est forcément obligatoire, qu'il y a des réponses dans un truc qui vous est arrivé à 5 ans, mais des fois, il y a des indices et qu'en fait, on prend pas le temps de se repencher là-dessus, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ça peut être des choses très très différentes, mais nous, on amène souvent les personnes à se dire, dans ton expérience de vie, dans tes expériences de vie, de ta naissance à maintenant, à quel moment tu t'es senti vivant, à quel moment tu t'es senti à ta place, à quel moment tu t'es dit, ah oui, mais là, ça c'est fait pour moi. Et bien souvent, les personnes, elles réussissent à identifier des fils rouges qui remontent à très très loin. Moi, je suis bien quand je suis dehors, moi je suis bien quand je rends service, moi je suis bien quand je suis les mains dans quelque chose de concret. Et quand elles identifient ça, ça les aide beaucoup à maturer un projet professionnel qui sera vraiment adapté à qui elles sont et à ce qu'elles ont envie de vivre.
Ouais, tu me disais, il y en a plein qui se souviennent qu'en fait, ils adoraient être dans le jardin ou au potager de leurs grands-parents. Mais en fait, ils se sont dit que c'était pas un métier. Sauf que du coup, aujourd'hui, ils bossent voilà, un job de bureau alors qu'il y a plein de jobs dehors qui existent, quoi. Mais c'est vrai que pour eux, c'est comme ça n'a pas été vécu dans la sphère du travail. Ils se disent pas que ça pourrait devenir leur avenir professionnel. Et ça, c'est aussi notre rôle de dire, il y a plein de métiers, il y a plein de contextes professionnels que vous ne connaissez pas. Donc, partez déjà de ce qui vous anime et nous, on va vous dire comment ça peut se concrétiser dans une vie professionnelle engagée. Ouais, et en l'occurrence, il y a aussi plein de nouveaux métiers. Voilà, vous avez des gens qui bossent dans des jardins partagés, à gérer des composts, enfin plein de trucs en extérieur. Ce qui est bien, moi je trouve, c'est que vous avez vécu ce que vos élèves y traversent. Isabelle, toi, tu étais ingé avant, donc pas vraiment dans la formation. Et tu peux nous raconter le jour où tu as envoyé un PowerPoint à tous tes collègues en disant ciao, je me casse de cette boîte. Ouais, les gens aiment bien cette anecdote en général. Ouais, j'aime bien raconter ça puisque je dis souvent, au moment où vous avez décidé de partir, autant partir un peu avec panache. Mais ce que j'entends par là, c'est que en fait, une fois que vous avez décidé de partir, c'est intéressant d'expliquer pourquoi vous partez. Ça, c'était un directeur d'un grand groupe dans le BTP qui m'avait dit ça un jour. Il me dit, il y a plein de jeunes qui partent, mais en fait, nous, on comprend pas pourquoi, des fois. Enfin, on sait pas, et potentiellement, on pourrait se remettre en cause. Et je me souviens, il m'avait dit, et en plus, souvent, c'est les bons qui partent, quoi. D'une certaine manière, c'est ceux qui ont un regard critique. Tu te jettes des fleurs Oui, j'avoue, non. Indirectement. Non, moi en tout cas j'avais suivi son conseil. Je me suis dit quitte à partir, je vais le partager, mais je vais surtout le partager pour mes collègues parce que justement on était plusieurs collègues qui se posaient des questions sur le sens de notre taf. Et moi, quand j'ai décidé de quitter mon poste d'ingénieur pour monter mon premier projet, La Clavette, où j'étais allée tourner des documentaires pour voir des projets responsables, j'ai expliqué tout ça dans un petit PowerPoint. Je leur ai dit, voilà, les problèmes de sens que je voyais dans notre taf, vers quoi je partais, qu'est-ce que je voulais aller voir, et un peu aussi le fait de dire, en fait, moi, j'ai pas envie d'accepter ça, quoi. J'étais assez jeune dans ma carrière, et je me suis dit, j'ai pas envie d'accepter ça, donc je vous tiendrai au courant. En gros, voici des liens pour suivre où je vais aller. Okay. Et donc, au début, on se dit, pour moi, mes collègues le reçoivent, j'ai 2-3 retours. Et un jour, je reçois un mail dans ma boîte pro où je vois, c'est en gros le numéro 2 de la boîte, donc mon N plus 3-4 à l'époque, qui m'envoie un mail et qui me dit oui, Isabelle, j'ai vu le PowerPoint que vous avez fait, j'aimerais bien en discuter avec vous, est-ce que vous pourriez venir? Bon, j'étais quand même déjà assez étonnée, donc je monte dans les étages, je vais le voir. Et là, donc, je suis face à Laurent qui a 2 fois mon âge, à peu près à l'époque, cheveux un peu grisonnants. Et il me dit, en fait, moi, je comprends tout à fait ce que t'as mis dans ce PowerPoint. Il parle, et il me dit qu'il comprend, lui, c'est des questions qu'il traverse depuis longtemps. Et en fait, petit à petit, je vois ses yeux qui commencent à briller, quoi, petit à petit. Et en fait, il se met à pleurer un peu devant moi, en disant, en fait, ouais, moi aussi, je suis dans une dissonance cognitive depuis plusieurs années, mais je me sens coincée là-dedans et je sais pas trop quoi en faire, quoi, d'une certaine manière. Et moi, j'étais au début de mon cheminement de quête de sens, et il y avait vraiment un peu ce côté de reprenez-vous, je sais pas trop comment vous aider là tout de suite, mais ça va aller, quoi. Il y avait vraiment ce côté je suis désolée pour vous, mais ça va aller, quoi. Et voilà, et là je me souviens me dire, oh waouh, mais en fait il y en a combien comme lui qui pensent ça. Enfin, moi je me serais jamais douté qu'il était traversé par ces questions, vraiment ce qui nous laissait transparaître, comment il s'affichait devant nous. Oui, c'était de la force, oui, voilà, de la force, faut répondre aux deadlines, faut faire les projets, etc. Zéro regard critique par rapport à ce qu'on développait. Et voilà, et de se dire qu'en fait, il y en a plein potentiellement qui sont cachés derrière, et ça c'est un retour qu'on a souvent de ceux qui ont partagé leur démarche à leurs anciens collègues, qu'il y a d'un coup quelqu'un, Nathalie du marketing, qui leur a envoyé un mail, un ancien collègue qui leur a demandé s'ils pouvaient faire un café, prendre un café pour discuter de sa reconversion. Et en fait il y a plein de gens comme ça un peu qui sortent du bois quand vous partagez votre envie de transitionner professionnellement pour plus de sens. En fait, ça fait sortir aussi les personnes, et ça les aide à assumer peut-être des choses qui cachaient par ailleurs, quoi.
Ouais, donc d'un côté, peut-être commencer à en parler plus tôt que le jour de votre départ, parce qu'en fait, il peut y avoir des alliés partout et des bonnes surprises, et puis parfois, effectivement, la boîte qui se remet en question ou qui va faire un aménagement de poste ou une mobilité, peu importe. Et de l'autre côté, ouais, est-ce que si vous êtes mal dans votre taf, est-ce que vous avez envie d'être Laurent à 40, 50, 60 ans en train de fondre en larmes en se disant mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie pro, quoi? Moi, je sais que c'était mon principal moteur pour créer mon job engagé, parce que j'étais là, en fait, c'est cette vision de me réveiller à 40 ans et de me dire en fait j'ai raté ma vie entre guillemets, en tout cas professionnelle, ça me plaît pas, j'ai des frissons de peur là rien que d'en parler. Alors pour info, l'Institut Transition organise 2 webinaires, donc n'hésitez pas à noter les dates, jeudi 20 mars à 18h et vendredi 28 mars entre midi et 2, pour parler d'évolution professionnelle et des métiers de demain. Donc si vous êtes curieux du programme Nouvelle Voie, n'hésitez pas à vous y inscrire, il y a le lien en description. Mais je vous en parle parce que il y aura notamment plein de témoignages d'anciens élèves. Et justement, Fanny, est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as écrit à Simon, votre ancien élève un peu chouchou au parcours inspirant, que vous contactez pour avoir des témoignages et de sa reconversion dans l'écologie? Oui, Simon, c'est un apprenant voilà qui était commercial et qui a suivi Nouvelle Voie pour se repositionner professionnellement, et très vite à la sortie de son travail, il a été recruté par une association qui fait la promotion de la logistique à vélo, donc avec un vrai impact écologique. Et il était toujours commercial, je crois. Oui, alors c'était plus tout à fait ce métier-là, mais remobiliser quand même ses compétences commerciales. Voilà, donc on était très contents pour lui, et donc c'était devenu un petit peu le témoin parfait, parce que vraie réinsertion professionnelle, et puis c'est quelqu'un qui partage très bien son parcours. Et là, il m'écrit parce que je lui avais proposé de témoigner à nouveau, et il me dit je suis désolée en fait, mais je vais plus du tout être un bon témoin, parce que finalement j'ai décidé de quitter. C'est chez Total. Non, heureusement, c'était quand même une nouvelle évolution professionnelle dans le champ de la transition, parce que là ça aurait été quand même difficile pour nous. Non, là c'était plutôt le constat de je trouve pas exactement ce que j'imaginais dans ce premier job qui avait malgré tout du sens. Donc je décide de partir ailleurs, parce que ces nouvelles missions me semblent plus cohérentes avec ce que j'ai envie de vivre. Donc il me dit désolé, maintenant que j'ai choisi de partir, je suis plus le bon client. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, parce que ça disait beaucoup de c'est quoi réussir de son point de vue une évolution pro. Et ce que je lui ai dit moi, c'est que d'une part, de toute façon, on était toujours en cheminement tout au long de sa vie. Enfin, la recherche de sens, d'utilité, c'est quelque chose de permanent. Et quand c'est pas t'as franchi une ligne d'arrivée, après c'est bon, t'es tranquille. Bon, ça serait cool, hein, moi, donc là, pendant un certain temps, il a trouvé du sens dans cette nouvelle vie professionnelle, et là, il s'autorisait à en trouver davantage ailleurs. Donc en soi, ça montrait bien qu'il était toujours ancré dans cette réflexion-là, et qu'il était jamais arrivé, et que par ailleurs, il avait quand même construit au travers de son parcours d'évolution pro une capacité aussi à s'autoriser à quitter quelque chose qui lui convenait pas. Et ça, c'était quand même assez différent de son parcours d'avant, où il était resté longtemps en poste, dans des postes qui n'étaient pas alignés avec ses valeurs, qui pouvaient être même douloureux pour lui, parce que il se disait mais je vais quand même pas quitter, je vais quand même pas oser. Ouais. Et là ça y est, il était suffisamment pas bien, et en fait il avait les ressources pour rebondir. Ça, il avait les ressources pour rebondir, et je dis ça fait de toi encore un meilleur témoin, parce que tu peux non seulement dire que tu as trouvé un travail puis 2 travails, et qu'en plus en fait on peut s'autoriser encore et encore à aller vers quelque chose qui nous correspond davantage. C'est ça, il faut pas non plus se mettre une pression démentielle sur ok, à la fin de la formation je vais trouver le job de mes rêves et tous mes problèmes seront résolus. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, mais c'est là où la formation est intéressante aussi, c'est que vous apprenez plein de soft skills, et d'apprendre à savoir qui on est, et à se remettre en question, et à rebondir, et à faire des choix qui font que
bah, même si à un moment tu as besoin de réajuster dans un sens ou dans un autre, bah, tu es capable de rebondir pour bah, continuer à trouver un truc qui, toi, te permet d'être aligné, quoi. Oui, c'est ça, et ça fait quand même un peu redescendre la pression, de se dire bon bah mon objectif c'est pas de trouver le meilleur job du monde tout de suite, je vais trouver un premier espace qui me permet de me repositionner. Peut-être que je resterai longtemps à cet endroit-là parce que il se trouve que voilà ça me parle, que l'équipe est chouette, que j'y trouve mon compte, mais peut-être que c'est qu'une étape pour aller vers quelque chose qui dans un second temps me plaira davantage, et que ça c'est tout à fait ok. On est toujours en train de construire son parcours, on n'est pas arrivé. Ah oui, puis les projets, ils évoluent, nous aussi, on évolue, C'est donc ça. ouais, c'est un mouvement. Hein. Et pour finir, 7e anecdote, Isa, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Laurine qui est passée de méga timide quand elle prenait la parole à tout déchirer sur BFM comme porte-parole d'une asso? C'est magique ou c'est quoi un peu les étapes pour changer autant en un an? C'est quoi les étapes? Elle le doit beaucoup à elle-même et à sa motivation. Et moi, j'ai beaucoup été témoin, surtout de comment elle a évolué. On va dire, moi, en gros, dans le programme, un des cours que je fais, c'est un cours de prise de parole. C'est surtout l'idée de faire un exercice pratique. C'est assez tôt dans l'année, un exercice pratique pour dire, voilà, comment ça se passe, la prise de parole, comment vous vous sentez. Et quand on avait fait cet exercice, je me souviens, elle est arrivée, elle était toute rouge, paniquée à l'idée de prendre la parole. C'est un exercice dans un cadre bienveillant, hein, c'est devant les camarades de promo, c'est un peu, faut parler d'une réussite, donc dans l'idée ça va, mais vraiment voilà, elle était pas bien, elle était en stress par rapport à ça, elle m'en parlait un peu dans le couloir en mode bon ça m'intimide vachement, moi c'est vraiment un sujet, la prise de parole, c'est compliqué. Et donc voilà, je me suis dit, ça va être ok, pas de souci, donc on y allait. Puis après, donc c'est moi qui l'ai en accompagnement. Et quand on discute, évoque quand même une de ses envies qui est de faire du militantisme. Ce que j'entends par là, c'est de prendre la parole sur des sujets. Et elle, le sujet qu'elle a creusé pas mal, c'est les inégalités de genre autour de la mobilité vélo. Et voilà, et vraiment elle disait moi ça me fait rêver les gens qui prennent la parole, qui font du plaidoyer, qui expriment des problématiques, qui en font des problématiques de société. Et voilà, et tout en ayant un peu le souvenir du dernier cours, je me suis dit oui, il y a quand même un grand écart entre ton rapport à la prise de parole actuelle et cette envie. Mais il y a pas de souci, l'idée nous en tant qu'accompagnateur, c'est de soutenir leurs rêves aussi, quoi, de dire cool, pas de souci. Maintenant, si ça justement c'est quelque chose que tu veux faire, l'idée c'est d'expérimenter le plus possible. Et c'est vraiment dans la prise de parole, il y a pas de meilleur exercice que juste se confronter à la prise de parole. En général, personne ne naît bon en prise de parole. Non. Voilà, ça vient avec le temps. J'imagine que quand tu regardes le premier épisode de podcast, tu dis waouh, j'ai quand même vachement progressé. C'était un peu pareil là, l'idée, je lui ai dit si il y a des opportunités où tu peux organiser des tables rondes, commencer à expliquer des fois, avoir des espaces de micro exposés, de prise de parole quand vous faites des travaux de groupe, faire les restitutions. Dis-toi en fait toutes les opportunités qui vont apparaître où tu peux prendre la parole, tu les prends et on va avancer. Et moi, je suis vraiment satisfaite parce que courant de l'année dernière, vers la fin de son année Nouvelle Voie, elle s'est de plus en plus engagée donc sur ces sujets de mobilité jusqu'à arriver à devenir coprésidente de la Ville à vélo, donc une asso militante sur les sujets vélo. Et un jour, avec sa co-accompagnatrice, on reçoit un mail où elle fait regardez les filles avec un petit emoji clin d'œil quoi. Et je regarde, et là je vois un lien BFM TV. Et en fait, elle a fait une apparition plateau télé, tout simplement, où elle devait expliquer une des politiques que voulait soutenir la ville à vélo, qui était en plus un sujet assez technique, hein, donc il y avait plusieurs choses à présenter. Plateau télé qui est quand même un des formats les plus impressionnants. Stressant, ouais. Voilà, stressant. Et je me souviens, je regardais ça chez moi et il y a mon copain qui est passé derrière et qui me disait c'est chouette cette vidéo, c'est quoi? Et je fais c'est une apprenante. Et lui il a regardé avec un peu le regard de note quoi. Il disait elle s'exprime super bien quoi. elle tient la route, elle s'exprime super bien. Il était assez épaté. Et moi-même j'étais aussi assez épatée quoi, où je me suis dit oh waouh, le chemin parcouru, vraiment. Et il y avait vraiment cette idée, en gros,
elle est sortie de sa zone de confort, clairement, tout le long de l'année pour essayer de s'améliorer là-dessus. Mais il y avait ce truc de, en fait, c'est des sujets que je trouve tellement importants et que même si ça me fait peur, en fait, il faut que je me force un peu pour prendre la parole parce que il y a besoin de parler de ces sujets et j'ai envie d'être la personne qui en parle aussi, quoi. Et donc, c'est ça qui l'a motivé finalement à travailler dessus. Ouais, parce que tu es habité par le sujet et du coup, tu penses plus à toi, comment on te regarde, mais à, ok, en fait, là, ce sujet, c'est tellement important qu'il faut qu'on en parle et moi, on s'en fiche, quoi. Un point que tu soulignes qui, pour moi, est très important et qui fait écho à d'autres anecdotes, c'est que en fait, la formation, elle est ce que vous en faites et que vous leur tendez 1001 opportunités tout au long de l'année. Mais voilà, elle a organisé des ciné-débats. Il y en a qui ont fait énormément de missions parce que vous proposez des missions où ils vont travailler pour des organisations engagées. Donc, ça fait du réseau. Donc, tu développes une expertise. Tu contactes des experts pour faire ton mémoire. Enfin, si ces gens, ils arrivent à se transformer, c'est pas magique. C'est parce que ils saisissent les opportunités ou ils se les créent eux-mêmes tout au fil de l'année dans un cadre favorable. Mais ouais, ça tombe pas du ciel. Et en fait, c'est en devenant acteur de ton parcours que forcément, il se passe des trucs magiques au bout d'un moment, quoi. Ouais, puis après, les apprenants, ils viennent aussi avec beaucoup d'idées reçues sur eux. C'est-à-dire que quand on se construit ou qu'on a des premières expériences professionnelles, on nous fait des retours. Moi, je pense à une apprenante qui a aussi énormément progressé en termes de prise de parole. Finalement, ce qu'on lui avait dit, c'est ah bah toi, tu t'exprimes pas bien, toi, t'as rien à dire. Toi, t'es pas pédagogue, et donc en fait, elle est arrivée à Nouvelle Voie en se disant, bah moi, j'aimerais bien sensibiliser, j'aimerais bien faire du plaidoyer, mais en fait, je ne peux pas puisque moi, je suis 3 petits points. Et nous, notre rôle, c'est aussi de dire, mais ok, aujourd'hui, tu ne te sens pas en capacité de le faire, mais est-ce que tu aurais envie de le faire et c'est là qu'il y a toute la différence qui se fait, c'est en fait, si t'as envie, créons les conditions pour que tu développes des compétences, que tu retrouves confiance et que tu te rendes peut-être compte que ce qu'on t'a dit sur toi, c'était complètement faux et que t'es bien plus que ce qu'on t'a laissé croire. Ou que c'était le cas à une époque et que ça l'est plus aujourd'hui, ou que ça peut encore changer, quoi. Vous l'aurez compris, ces 7 personnes se sont reconverties avec le programme Nouvelle Voie. 6 mois après la formation, il y a 70% de vos élèves qui ont trouvé un taf. C'est en seulement 6 mois, c'est énorme. Il y en a encore 20% qui sont en formation, par exemple du maraîchage ou en projet perso, genre voyage, et seulement 10% qui cherchent encore. Et forcément, au bout d'1 an, c'est encore plus qui ont trouvé du travail, donc clairement, ça marche. Sachez aussi que vous pouvez suivre la formation sans quitter votre job actuel. Et ça, c'est quand même très cool. En gros, il y a 2 parcours de formation qui commencent en septembre, dont les inscriptions viennent d'ouvrir. Donc la formation normale, 2 jours par semaine, tous les jeudis et vendredis. Et la formation en parallèle de votre taf, tous les mardis soirs et un samedi sur 2 dans l'année. Sachez que les formations sont à Lyon, donc il y en a plein qui déménagent. Vous avez sûrement 1001 questions sur le financement, le programme. Est-ce que c'est fait pour vous ? Dans ce cas, il y a deux choses. Un, n'hésitez pas à vous inscrire à l'un des 2 webinaires. Je rappelle, jeudi 20 mars à 18h ou vendredi 28 mars à 12h15. Et 2, si vous voulez des conseils personnalisés et un temps d'écoute privilégié, l'Institut propose un rendez-vous d'orientation individuel gratuit pour prendre le temps de clarifier vos projets, vous aider et voir si c'est vraiment fait pour vous ou pas, et vous aider dans tous les cas dans votre projet professionnel de reconversion. Voilà, ça n'engage à rien. Fanny et Isa, est-ce que vous auriez un mot pour finir à dire aux gens qui nous écoutent et qui ont envie de se reconvertir ? On sait que c'est pas toujours une période facile. Je vous invite à réfléchir aussi, pas que sur le spectre pro, mais de se dire, est-ce que vous avez envie d'autre chose dans votre vie globalement, quoi. Ça veut dire que l'Institut, forcément, on parle de chiffres, d'insertion pro, etc. Mais un des retours qui, moi, me fait le plus plaisir, c'est que les gens ne regrettent pas de faire ça. Dans le sens, ils disent souvent, c'est un cadeau que je me suis offert. C'est une année forte où je vis plein de choses. Et donc, c'est aussi tout ça, transitionner. C'est tout simplement ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Et rien que ça, c'est déjà chouette, sans même savoir exactement où est-ce que ça va nous mener professionnellement.
Moi, peut-être un mot pour ouvrir des pistes sur comment avancer dans son évolution pro. Pour moi, il y a vraiment un enjeu à articuler deux choses. La première chose, c'est l'introspection. Donc, c'est se poser des questions sur qui je suis, à quel moment je me sens vivant, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce qui m'anime. Et donc ça nécessite de prendre du temps pour soi, pour réfléchir. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment l'expérimentation et le passage à l'action. C'est-à-dire que ça vaut la peine d'aller faire des immersions dans des structures engagées, ça vaut la peine d'aller rencontrer des personnes qui ont passé le cap pour avoir leur retour d'expérience. C'est hyper enrichissant de devenir bénévole dans des associations, parce que tout ça, ça nous permet à la fois d'ouvrir des perspectives sur un monde qu'on connaît pas et d'avoir des idées de métiers ou de contextes professionnels tout à fait nouvelles. Et puis ça permet aussi de se découvrir complètement autrement. Si finalement j'ai une perception de moi, c'est souvent parce que je suis dans un contexte donné. Changer de contexte, c'est se découvrir autrement, et donc c'est là qu'il y a une nouvelle matière qui apparaît. Trop bien. Merci à toutes les deux. Merci à toi. J'étais ravi de faire ce deuxième épisode en partenariat avec l'Institut Transition. Voilà, cliquez en description si vous voulez vous inscrire au webinaire ou prendre un rendez-vous d'orientation. On sait que chaque situation est différente. Merci Fanny et Isa. Merci. Ciao tout le monde, à dimanche prochain. Au revoir.